Bonjour, on propose ici de passer en revue les différentes fonctions de DGPad. Nous sommes sur ordinateur, les manipulations pourront être un peu différentes sur tablette. On va commencer par la barre du bas avec les différentes icônes que l'on va passer en revue de gauche à droite. Donc la première icône, à gauche, en forme de flèche, est un interrupteur qui permet de passer du mode actif au mode consultation. Le mode actif, qui est le mode actuellement sélectionné, permet d'intervenir sur la figure et en particulier de créer des objets, par exemple des points ou d'autres éléments géométriques. Quand on passe en mode consultation, on n'a plus la possibilité de créer d'objets. On voit que le clic est inopérant, voilà, et on peut uniquement consulter la figure. On va revenir ici en mode actif et annuler les éléments qu'on a créés. La deuxième icône est un bouton qui permet de passer au mode reconnaissance de forme. Donc dans ce mode, on peut très rapidement construire des droites ou des polygones avec une reconnaissance de forme par DGPad. Donc vous voyez par exemple ici, on peut construire une droite ou bien un triangle très rapidement comme ça en utilisant cette reconnaissance de forme, cette reconnaissance gestuelle de DGPad. Le troisième bouton, ici, en forme de gomme, est un bouton qui permet de masquer les éléments créés ou certains éléments créés. Donc par exemple ici, on pourrait masquer la droite donc en cliquant ici. Donc on voit que pour l'instant, comme on a ici activé ou on a laissé cocher cette case montrer les objets cachés, on est dans un mode spécial où on voit les objets cachés, mais si on passait en mode normal, c'est que si on basculait, on revenait dans un mode où on n'a pas sélectionné le mode caché, vous voyez que les objets cachés deviennent effectivement cachés. On a caché la droite qui n'est plus visible ici. Si je reviens dans le mode qui permet de masquer et de voir les objets masqués, on pourrait par exemple masquer celui-ci, masquer ce segment ici, et si on repasse en mode normal, eh bien certains éléments sont masqués. Ils existent encore, mais ils sont masqués. La quatrième icône, ici en forme de petite poubelle, donc permet cette fois non pas de masquer un objet, mais de le supprimer. Alors quand on passe dans ce mode, on a la possibilité donc d'effacer toute la construction, mais aussi d'effacer uniquement certains objets sélectionnés. Donc par exemple ici, on va supprimer ce segment. Et par exemple, alors vous voyez que si jamais on supprime un point, on va supprimer tous les objets qui en dépendent. Et donc par exemple, si je supprime ce point, j'ai supprimé également le segment qui en dépend. Et voilà, donc on peut aussi effacer toute la construction. Si je repasse en mode non, si je sors du mode de suppression, je peux cette fois-ci repasser en mode pour masquer et démasquer les éléments que j'avais masqués précédemment et que je n'ai pas supprimés, parce que j'en ai supprimé certains comme on l'a vu dans le triangle ici. Et donc voici, si je repasse en mode effacer, on peut maintenant effacer toute la construction et on repart avec une figure vierge ici. La cinquième icône ici en forme de marteau et de pince ici permet de passer en mode macro. Alors vous voyez, quand on clique sur ce bouton, vous avez ici la possibilité de créer une macro. Alors compte tenu qu'il n'y a aucun élément, ça va être un peu compliqué de créer une macro, mais on le fera après. Et ensuite vous avez les macros déjà créés qui apparaissent dans une bibliothèque et que l'on pourrait ici rapidement passer en revue. Donc par exemple, vous voyez que tout en haut, vous avez les macros 3D. Alors en particulier le macro repère qui permet de faire un repère. Alors vous voyez, on clique à un endroit, donc on crée un. Alors, donc là le point a été créé à la volée, mais on a créé un repère qui est fixé en ce point, un repère 3D, ce qui permet désormais de travailler en 3D. Si je reviens dans la 3D, vous avez alors vous pouvez avoir les coordonnées des points, les coordonnées 3D, donc par exemple ici les coordonnées de ce point. Bon, alors vous voyez, on a comme ça différentes macros. Donc la restriction de θ pour éviter qu'on bascule, ce qui est classique ici. La possibilité de créer des points 3D avec dialogue ou sans dialogue. Bon, on verra d'autres moyens de le faire plus tard.
Voilà, donc pour le solide, vous avez la possibilité de créer un cube ici. Alors effectivement, il faut partir, on vous demande un point, mais un point 3D, donc il faut désigner un point 3D. Donc par exemple ici, si je désigne ce point, ben, je vais créer un cube centré en ce point 3D. Voici. Bon, donc on a ici les macros 3D, les macros cercles. Alors on va peut-être enlever le repère 3D. Bon, on va tout effacer ici. Donc je sors du mode macro. Je supprime tout pour examiner un peu les autres macros. Donc par exemple les macros cercles. Alors cercle inscrit et tangente. Alors le cercle inscrit, eh bien, là encore on va travailler à la volée. Ça permet de faire un cercle inscrit dans un triangle. Donc si on choisit cette macro, donc il me demande un point. Donc là on va le créer à la volée. Un point, 2 points, 3 points. Et vous avez le cercle inscrit avec ici en plus le triangle qui a été créé. Pour les tangentes, eh ben, c'est quand on... Donc là ici, il faut, vous voyez, quand on lance tangente, il va demander un cercle. Donc ici, on pourrait par exemple utiliser celui-ci, des cercles qui a été créé. Donc on va créer là, donc c'est les tangentes, c'est au pluriel ici, donc à ce cercle. Mais après, donc passant par un point, donc par exemple, je vais prendre par rapport à ce point. Et on a les deux tangentes qui sont les deux tangentes au cercle, qui passent par ce point. Voilà, alors ensuite on a alors les polygones, alors qui sont des polygones particuliers, donc les triangles isocèles, rectangles équilatéral. Bon, pour rien dire, avec un carré rectangle, c'est assez simple ici comme macro, et on devine effectivement ce qui va se passer. Les transformations, donc translation, rotation, avec dialogue ou sans dialogue, avec 5 points, donc il y a 3 points qui fixent l'angle, un point qui fixe le centre de la nouvelle rotation, et voilà, et l'image, donc ça fait 5 points, voilà. Ensuite les homothéties, donc enfin l'homothétie avec ou sans dialogue, ça va être assez classique, et donc l'inversion ici par rapport à un cercle qu'il faut désigner. Ensuite on désigne le cercle, puis le point, donc par exemple on désigne ce cercle, puis ce point pour avoir son image par inversion, et vous voyez que c'est dynamique bien entendu. Et on va sortir du mode ici de macro ici, et on a le point et son image par inversion par rapport au cercle rose ici qui était le cercle inscrit dans le triangle ici, déterminé par ces trois sommets. Alors, on n'a pas encore montré, donc pour l'instant on a juste utilisé les macros de la bibliothèque qui sont fournis par DGPad, mais on voudrait bien sûr créer nos propres macros, donc c'est aussi là que ça se passe, et ça ne va pas parce que c'est très automatique. Donc on va, par exemple, alors là ils nous ont fait un cercle inscrit, on pourrait par exemple faire une macro qui construit, bon, par exemple l'orthocentre d'un triangle, en cliquant sur les trois sommets de ce triangle. Alors faisons ça. Alors on va supprimer ici toute la construction, et donc on part d'une figure qui va me permettre, alors ici ça va être les 3 points, qui vont me permettre ici d'obtenir donc l'orthocentre de ce triangle, donc du triangle déterminé par ces 3 sommets. Donc pour ça on a besoin de 2 perpendiculaires. Donc on va créer, et alors on voit qu'on crée, vous voyez que les outils sont infixés, ils sont contextuels, il faut sélectionner le point et on a les outils associés à ce point. Donc idem ici pour celui-ci. Ensuite on fait les perpendiculaires, donc perpendiculaire qui passe par ce point, perpendiculaire qui passe par ce point. Alors on va un peu déplacer ça parce que voilà. Et donc ce point qui m'intéresse, c'est l'orthocentre. Et donc là ici j'ai tout ce qu'il faut pour faire une macro. Alors je pourrais tracer le segment mais il ne me sert pas ici. Pour construire une macro qui a pour initiaux donc ces 3 sommets du triangle et pour finale ici l'orthocentre du triangle. Alors on va le faire. Alors vous allez voir que c'est très automatique ici. Donc on désigne les 3 sommets. Alors c'est P1, P2, P3. Et vous voyez qu'il me propose ici différents éléments qui sont potentiellement les finaux de la macro. Et donc moi ce qui m'intéresse évidemment c'est le point P4. Donc je le désigne ici pour dire que c'est lui que je veux comme final. Et donc voilà, je n'ai plus qu'à donner un titre à cette macro que je vais par exemple appeler orthocentre. Et je fais Enter. Et donc désormais j'ai cette macro orthocentre. Alors on peut tout effacer parce que la macro elle est encore là.
Et donc si on crée 3 points ou même un triangle, en fait la macro s'applique à des points, mais bon, je peux malgré tout tracer le triangle ici. Voilà, bon, évidemment, j'ai raté la manip. Hop, je recommence. Alors on trace les segments, ce qui ne serait pas forcément indispensable. Et ensuite on va appliquer la macro orthocentre. Donc ici, elle me donne le premier des 3 points. Donc par exemple, je désigne celui-ci, le deuxième, je désigne celui-ci, et le troisième, celui-ci. Et donc l'orthocentre est ici. Et on voit que voilà, on obtient ici l'orthocentre du triangle. Donc on a construit, donc ici, voilà, ça boucle, on redemande, la macro s'applique automatiquement, il me demande encore, il veut encore appliquer la macro. Mais donc ici je peux sortir, j'ai appliqué une fois la macro, c'est ce que je voulais. Et donc désormais je dispose avec mon fichier, avec ma figure Carmetal, de la macro orthocentre que je peux appliquer comme ça à n'importe quel trio de points. Donc voici pour cette 5e icône. Alors la 6e icône est l'icône calculatrice ici. Donc une icône très importante parce qu'elle permet de créer des expressions et l'expression c'est fondamental dans les GPad. Alors le plus simple c'est de créer une expression numérique. Donc par exemple voilà, j'entre 5 ici et je valide. Et donc bon, à l'aide de l'icône calculatrice ici on a créé une expression des GPad qui vaut 5. Bon. Donc cette expression pourrait être utilisée voilà, pour faire différentes choses ici. Précisons que dans des GPad, alors on peut ici modifier le contenu. Donc la macro peut se transformer automatiquement en curseur ici en choisissant une valeur minimale et une valeur maximale. Donc si je fais ça ici par exemple entre 2 et 7, et bien ça se transforme automatiquement en curseur. Je peux mettre un commentaire, voilà, un commentaire, machin chose, voilà, commentaire, 2 points espace, voilà, bon, et je valide. Et donc désormais j'ai voilà. Alors on peut ensuite, vous voyez, donc là ici on a l'incrément qui est, ça s'incrémente automatiquement. Ici on n'a pas choisi l'incrément. Pour choisir l'incrément il faut faire, voilà, bon, on anticipe un peu, hein, donc l'icône ici propriété ici, donc qui me permet ici d'avoir accès ici au curseur, donc qui est une expression transformée en curseur ici. Et donc je pourrais modifier ici les incréments ici, donc l'incrément est libre, et fixer l'incrément. Alors voici pour l'expression. Alors on va revenir à l'expression parce que c'est très riche ici. Donc vous voyez, je vous avais dit qu'on pouvait par exemple créer une expression qui valait 6. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut aussi, avant de lancer 6, alors on peut aussi créer une expression qui est une liste de 2 nombres qui va être interprétée potentiellement comme un point. Alors je crée, alors soit j'utilise ici, enfin là je fais sur le clavier, mais je pourrais utiliser le clavier virtuel qui s'est affiché. Si j'entre par exemple 2 points ici, donc 2 nombres, vous voyez, DGPad reconnaît que potentiellement c'est un point et il me propose de créer ce point. Donc pour l'instant là j'ai une expression, mais DGPad me dit ça c'est potentiellement un point et il me propose de faire un point avec. Et donc si je valide ça, et ben il m'a fait un point. Où est-il? Alors 1, 2, il doit être quelque part. Je vais faire afficher le repère, oui, parce qu'il est là, vous voyez. Il est là le point que je viens de créer. Donc j'enlève le repère pour... Donc c'est un point qui a pour coordonnée 1, 2. Donc que j'ai créé via une expression. On peut aussi faire un point 3D avec 3 nombres. Mais on peut aussi faire une liste de points. C'est que vous voyez, donc là j'ai fait un point. Donc qui était, hein, si je remontre ici, voilà, c'est une liste de 2 nombres ici, ou un tableau de 2 nombres ici. Si j'avais fait une liste une liste de listes, donc si je fais ici, alors je vais peut-être faire, alors je vais valider, je vais faire une autre expression. Donc je crée une autre expression ici, et donc cette fois-ci je fais une liste de listes. Ça paraît un peu bizarre, mais donc par exemple je vais faire un 0, 1, donc mon premier point, et ensuite 1, moins 1, mon deuxième point. Voilà. Et donc vous voyez que cette fois-ci, alors voici mon objet ici, et DGPad, il dit que potentiellement ça c'est une liste de points, parce que c'est un point, un deuxième point. Et il me permet d'afficher potentiellement cette liste de points, et si je valide ça, bien, il m'affiche cette liste de points, en l'occurrence en m'affichant ici un segment.
Et donc par ce biais, les expressions permettent de construire des listes de points. Alors évidemment, sauf que on se dit que si je dois entrer chaque point de la liste de points, ça va être pénible. Alors déjà, on va peut-être modifier l'apparence. On voit que les points ici ne sont pas apparus. Alors voyez, on va faire un peu les points. Taille. Si on va augmenter la taille des points, vous voyez, parce qu'ils n'apparaissaient pas. Voilà, les 2 points qu'on a créés. On va voir que le segment, je peux l'afficher, ne pas l'afficher dans une liste de points. Voilà. Donc ici, j'ai ma liste de points en tant qu'objet géométrique. Et ici, sa version expression, si je peux dire, qui pilote évidemment cette liste de points ici. Alors, juste que, on peut dire que si on devait entrer à la main chacune des coordonnées des points, quand on fait une liste de points, ça va être un peu compliqué. Et finalement pas très efficace. Mais il se trouve que donc l'expression, elle permet d'afficher un nombre, mais elle permet de faire autre chose. Et donc je vais revenir sur une expression, et donc cette fois-ci une expression avec un nombre seulement. Donc par exemple 7, mais avant 7, je vais lui faire des choses. C'est qu'en fait, donc si je peux, avant de faire afficher la valeur de l'expression, lui faire un petit programme JavaScript qui permettra en particulier, si on le souhaite, de remplir la liste de points que l'on affichera. Alors c'est un peu compliqué. Alors par exemple, imaginons ici, je vais le faire juste pour un nombre parce qu'il n'a pas trop de sens, mais imaginons que je veuille afficher la somme des 10 premiers entiers. Donc voilà, donc je vais créer une variable ici. Alors s égale 0. Et ensuite, je vais dire var i, ou non, je vais faire une boucle for maintenant. Donc c'est du JavaScript ici. For var i égale 1, point virgule, i plus petit que 11, i plus plus. Alors donc je fais une boucle for en JavaScript et donc pour cette valeur ici, donc j'incrémente s de i. Voilà, donc j'ai pris une variable s et ensuite j'ai fait une boucle for qui incrémente ici, donc qui ajoute à s qui valait 0, qui lui augmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc ensuite, on peut faire afficher s. Et on voit que la dernière virgule ici sépare l'univers JavaScript ici, où on a fait un petit programme, et ensuite ce qu'on affiche. Donc si je valide ça, alors ici évidemment ça fait 55. Vous voyez que la valeur que l'on affiche est l'effet d'un programme ici en JavaScript. Et ce sera très utile avec les listes de points. Donc ici on valide ça. Vous voyez que le S ici qu'on a affiché, c'est l'effet du programme que l'on a fait. Donc je valide ici. Donc voici cette expression ici, sur laquelle je peux revenir en cliquant sur cette icône et revoir ici son contenu. Donc il y a une partie JavaScript et le dernier point virgule qui sépare l'univers JavaScript de l'univers DGPad qui est juste après ici et donc qui affiche la valeur de ma variable. Alors pour voir un exemple un peu plus comme ça probant, on va par exemple examiner un exemple du site internet carmetal.org là. Alors on va changer ici, on va quitter, on va faire un nouvel onglet ici. Donc on va aller sur le site ici. Voilà, et je vais aller dans DGPad, présentation rapide ici. Voilà, cette figure ici. Alors on peut se demander comment cette figure a été obtenue. Et bien en fait, elle a été obtenue par cette technique là, en créant une liste de points en utilisant un programme JavaScript. Alors c'est un classique, hein, c'est la figure du tournesol ici. Cette figure a été créée par Yves Martin. On va voir comment elle a été créée. Pour ça, on peut aller au niveau du site, voir comment ici la figure JavaScript a été insérée. On voit que on a choisi de ne pas afficher le tableau de bord et on va modifier ici donc sur la partie administrateur du site de Carmetal ici, carmetal.org. On a la possibilité ici donc de voir sous quelle forme comment on a inséré donc la figure JavaScript créée par DGPad et on a la possibilité, on le voit ici, donc de cacher ou pas le tableau de bord. Donc pour l'instant ici le tableau de bord est caché et là on va modifier cette valeur.
on va mettre que le tableau de bord n'est pas caché, on veut voir le tableau de bord. Donc on fait ceci. Et donc là, on a enregistré cette modification. Et donc si on met à jour le site, on voit que cette fois-ci, on a le tableau de bord. Et donc on a la possibilité ici de faire afficher le code de l'expression ici qui a permis d'obtenir l'expression qui a permis d'obtenir cette figure ici, qui est en fait une figure du tournesol. Ça se voit pas forcément, mais on va le voir ici quand on va analyser ce qui se passe. Alors on peut donc ici cliquer sur l'icône calculatrice et sélectionner ici pour voir ici le code qui correspond au code de l'expression. Donc comme ici je suis sur ordinateur, je vais passer ici, je vais sélectionner ce code ici et le copier, donc CTRL-C, commande C pour moi parce que je suis sur Mac. Et donc on va ici, pour que ce soit plus visible, parce qu'effectivement ici il n'y a pas vraiment un éditeur, il n'y a pas de coloration de code, donc c'est pas très agréable de voir le code sous cette forme. On va ici le présenter dans un éditeur de code, et j'ai choisi, parce qu'en fait je le connais bien, d'utiliser l'éditeur de code de Carmetal. Donc on va pas utiliser Carmetal, on va pas vraiment utiliser Carmetal, on va juste utiliser son éditeur de code ici, pour avoir, alors ici on entre n'importe quoi ici, voilà, pour voir le script de façon un peu plus agréable. Donc voilà ici le script qui correspond à... Alors on va le présenter en faisant des retours ici. Voilà. Voici ce script. Donc voilà. On va peut-être ici faire ça comme ça. Voilà. Et donc voici le script de l'expression qui m'a donné la figure que je vous remontre ici, qui est cette figure ici. Alors on a deux curseurs ici, un curseur n qui est le nombre de points de la liste de points, et un curseur d'angle qui correspond à la figure du tournesol. Alors pourquoi cet angle de 136,9? En fait la vraie valeur ici, enfin la valeur remarquable c'est 137,5. Je vais peut-être avoir du mal à atteindre parce qu'on n'a pas fixé les incréments. Alors 137,5, pourquoi? Parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle l'angle d'or. Cet angle est obtenu à partir du nombre d'or en gardant la partie non entière du nombre d'or et en la ramenant à un angle plein. Donc faisons-le ici en degrés. Donc on calcule d'abord le nombre d'or, donc 1 plus racine de 5 sur 2. 1 plus racine de 5, on divise par 2. On obtient le nombre d'or, donc on garde uniquement la partie non entière, donc cette valeur ici, on multiplie par 360. On obtient cet angle, et l'angle d'or c'est le complément à 360 que l'on peut obtenir ici en faisant moins 360 ici, donc c'est 137,500. Voilà. Donc c'est cette valeur ici qui est extrêmement remarquable et qui positionne les points de façon extrêmement voilà, qui répartit les points de façon la plus de façon optimale ici. Donc c'est un peu masqué ici parce qu'on a fait afficher les segments ici et les polygones plutôt. Et donc on va modifier cette apparence pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est ici. Donc je vais reprendre ici, on va fixer, donc je retiens que cette valeur c'est 137,508 degrés ici. Et on va modifier l'apparence de cette liste de points ici. Donc je prends ici le petit bouton que l'on verra plus tard qui permet de déterminer l'aspect d'un objet ici. Et donc on va utiliser l'opacité qui correspond à la création des polygones. On va la ramener à 0, les segments également. On va garder uniquement les points. Et finalement on verra mieux ici la valeur du tournesol ici. Donc voilà, c'est ça qu'il me faut. Donc voilà, ici on ne fait afficher que les points, la liste de points, mais que les points. Donc on voit qu'effectivement, pour la valeur de l'angle d'or, ici on voit que les points ils sont pas parfaitement espacés. En revanche, si on fixe, et on va le faire ici, alors je ne vais pas, donc on va décaler un peu l'expression ici pour pouvoir fixer sa valeur. Donc 137,508 on a dit, voilà, et on valide. Et on voit ici, alors vous voyez comment les points sont répartis comme dans un cœur de tournesol.
et on voit apparaître ici voilà, des spirales d'or ici. Donc dans ce cœur de tournesol qui est un classique ici, et on voit que effectivement c'est cet angle ici qui est voilà, le plus intéressant, pour lequel on a une répartition extrêmement régulière et optimale des points dans le cœur, et ce qui explique qu'on la retrouve dans la nature. Et dès qu'on change même très légèrement la valeur de ce curseur, vous voyez qu'on obtient des choses très remarquables, c'est très étonnant ici. C'est assez fascinant cette figure. Voilà, donc je vous reporte à des articles spécialisés sur la question de ce tournesol ici, que l'on trace ici uniquement avec les points, voilà, ce qui finalement est peut-être plus clair par rapport au tournesol que la figure initiale que je vais réobtenir en réactivant la page web ici, avec l'affichage des polygones, donc d'une certaine opacité et des segments dans la liste de points. Donc je mets à jour le site ici et on retrouve la figure initiale ici. Voilà, très esthétique cela dit. Donc n c'est juste le nombre de points ici de la liste de points. C'est moins important. Alors revenons au code ici, parce que le but c'était de comprendre comment on a construit cette liste de points finalement avec très peu d'éléments. Donc on va revoir ce code ici. Alors on voit déjà que, alors il y a deux éléments, donc reprenons, je remonte un peu la figure, sur qu'il y a un curseur ang et un curseur n qui sont utilisables ici dans la partie JavaScript. Donc n qui est un curseur qui sera fixé ici dynamiquement, et ang, voilà, qui est donc l'angle qui se rapproche de 137,5. Donc si on revient dans le script ici, on voit qu'on a créé ici une liste, et que, alors c'est parce que c'est comme ça qu'on fait pour la construction du tournesol. Alors on place les points, vous voyez, tous les 137,5 degrés, parce que c'est comme ça que, que le cœur de tournesol ou que la plante se développe ici. Donc pi divisé par 180, c'est parce qu'on veut travailler ici en radian, alors que l'angle ici c'était donné en degrés, donc ça permet de passer de l'angle en degrés à l'angle en radian. Donc vous voyez qu'on fait i fois l'angle d'or en radian, et on met le point correspondant, et le point est situé à un rayon, donc c'est proportionnel à la racine carrée de i. Donc on crée un point qui a une distance, donc qui est son rayon en coordonnées polaires, c'est 0,2 fois racine carrée de i, donc racine carrée de i, et son angle ici, eh bien c'est i fois l'angle d'or. Et donc on le crée comme ça, donc u fois, parce que u c'est le rayon, donc u fois cosinus de k, u fois sinus de k, et on entre ce point dans la liste qu'ensuite on affiche. Et vous voyez que ce petit script très simple crée une figure qui est déjà assez intéressante ici. Alors ça tient aussi au fait que la figure du tournesol est une figure en soi intéressante. Voilà, et effectivement ici l'angle est censé être l'angle d'or ici, bon, qui est ici on a pris l'angle en radian, enfin l'angle en degrés, et via cette petite transformation on l'a transformé en radian. Voilà, donc j'espère que c'est clair, c'était un peu compliqué ici. Donc on revient ici sur la figure DGPad ici, voilà, que l'on a créé par ce biais. Et donc on va revenir maintenant au fichier DGPad pour refaire. Donc nous on avait juste plus modestement créé un segment avec 2 points. Bien, donc ça c'est c'était donc une icône ici, donc la 6e icône correspondant à l'icône calculatrice. On va passer à l'icône widget, qui est l'icône ici et qui permet de créer un widget. Alors quand on clique sur cette icône, on a cette fenêtre qui s'affiche qui permet de créer un nouveau widget qui aura par défaut cette apparence ici que l'on peut modifier. Donc qu'est-ce qu'un widget? Alors c'est un gadget en traduction en français, mais ici c'est pas très explicite. Alors vous avez 3 exemples et il vous montre un peu ce qu'on peut faire avec un widget. Donc on peut déjà faire un petit programme ici, donc un bouton qui lance un script. Ici le script crée 100 points. Donc vous voyez, si je valide ce widget ici, donc le widget créant 100 points, si jamais je lance ce widget, eh bien on va créer les 100 points. Donc lançons le script, on voit qu'on crée les 100 points. On peut aller en arrière,
Alors on va créer un nouveau widget qui sera de type latex. Alors cette fois-ci, j'utilise ici, donc on voit qu'on a la possibilité d'insérer du latex entre $2 ici. Donc là encore, je peux avoir cet affichage. Alors c'est pratique, vous voyez, d'avoir un peu comme ça, de pouvoir afficher du latex dans la figure avec cette petite apparence ici. Et ensuite, dernier type de widget, le widget expression. Alors vous voyez qui permet de calculer ici, il fait le calcul d'une expression. Donc ici, il fait 5 fois 2 au carré plus 9 pour obtenir 29. 5 fois 4, 20. 20 plus 9, 29. Alors on peut y compris mettre des expressions ici en utilisant le symbole % ici. Donc voici pour ce troisième type de widget. Alors je vous reporte au tutoriel sur les widgets pour plus d'informations sur les widgets. Donc 3 types de widgets ici. Donc ensuite, il y a le petit bouton qu'on a déjà vu qui permet de modifier l'apparence des objets, qui est donc ici. Alors ça ne vaut pas pour le widget. Pour modifier l'apparence d'un widget, il faut utiliser ici 7. Vous voyez, donc par exemple si je change de couleur ici, ce sera par ce biais qu'on va changer l'apparence du widget. Mais pour les éléments géométriques, par exemple pour ce segment, si je veux modifier, alors déjà vous voyez par défaut il y a l'interface dont on peut modifier voilà l'interface elle-même, sinon il faut valider sur un objet. Et donc ici vous avez, donc vous voyez par défaut, enfin ici l'objet, le segment est en vert, on pourrait par exemple le mettre en rouge et le mettre un peu plus épais, donc mettre une taille plus grosse ici, voilà, lui mettre des pointillés et autres. Donc ça permet de fixer l'apparence ici des différents objets. Donc voici pour cette icône qui est très important. Alors l'objet inerte, c'est pour rendre l'objet voilà, inerte, c'est-à-dire on ne peut pas l'utiliser pour une autre construction. Ici on peut activer la trace. Et on a la possibilité ici d'appliquer à tous. Donc par exemple ici j'ai choisi pointillé. Si j'applique à tous les segments, eh bien non, il faut faire une modif. Alors effectivement d'abord. Donc ici, si jamais je fais par exemple que je décide que ce segment sera en bleu, tout le monde va devenir en bleu. Vous voyez. Voilà. Si je veux par exemple que la taille soit grosse comme ça, et bien ça va s'appliquer à tous les segments, y compris ceux qui sont déjà tracés. Donc voici pour ces différents éléments. Donc on poursuit ici avec cette icône qui est l'historique des figures. Donc c'est l'enregistrement dans le cache du navigateur. Alors vous avez la possibilité comme ça de récupérer des figures. Il y a un enregistrement automatique dans le cache du navigateur qui permet de retrouver des figures, les figures que vous avez travaillées. Bon, cela dit, ça ne remplace pas un véritable enregistrement que l'on verra avec l'icône suivante. Voici. Alors l'icône suivante, c'est l'icône de gestion des fichiers ici avec l'import-export. Donc quand on clique sur cette icône, vous avez la possibilité d'enregistrer le fichier. Alors il y a écrit clic droit, mais en fait c'est clic gauche. Alors vous avez ici le code de la figure. Et si vous voulez ici, donc je fais, voilà, j'ai fait un clic gauche. Et donc vous voyez qu'automatiquement la figure DGPad au format TXT a été enregistrée dans le dossier téléchargement. Et alors si je vais dans le dossier téléchargement ici, voici ma figure. Donc effectivement le réflexe c'est de la renommer. Donc par exemple je vais l'appeler ici test 01. Je valide. Alors voilà, alors il y en a déjà un qui s'appelle test 01, je ne suis pas très inspiré. Donc je vais l'appeler tuto R01. Voilà, bon. Et je valide. Voilà. Et donc vous avez maintenant la possibilité d'enregistrer ou de déplacer ce fichier TXT où vous voulez. Donc par exemple dans un dossier où il y aurait donc vos fichiers DGPad. Donc voilà, donc pour l'instant je vais le laisser en téléchargement, mais je vais effacer toute cette figure. Donc j'efface toute cette figure. Et on va montrer comment on fait pour ouvrir une figure. Alors on pourrait utiliser ces boutons, mais finalement, vous voyez, qui utilise File Picker, mais c'est pas forcément le plus agréable. En fait, le plus agréable, ça consiste à faire un glisser-déposer. Donc vous voyez ici, je suis dans mon dossier téléchargement, et si je glisse la figure, et bien je récupère, j'ouvre la figure comme ça. Donc la figure que j'ai enregistrée, je peux l'ouvrir par ce biais.
de cette façon et j'obtiens voilà, ma figure. Donc par cliquer, glisser du fichier TXT. Alors je précise que ça marcherait aussi, on peut renommer DGP comme DGPad, ça a le même effet. Ici, si vous voulez avoir vraiment une extension spécifique à DGPad, donc je vais utiliser .dgp. Et vous voyez que si je supprime toute la figure, comme précédemment, je peux refaire la manip avec tuto RDGP, avec le même effet. Voilà, c'est les deux extensions permises, c'est TXT ou DGP. DGP ayant le mérite d'être associé à, enfin, pouvant être associé uniquement à DGPad. Voici donc pour cette icône. Voilà, alors je reprends d'autres poses. Alors donc ici vous avez aussi la possibilité donc des exports web. Alors on a vu dans l'exemple que voilà, c'est un CMS ici, bon c'est sur le site là c'est un système de gestion de contenu, mais on a vu qu'effectivement ça ici ça peut s'insérer sur n'importe quelle page web. Donc cette balise forme, et c'est ce qu'on avait fait, je vais remontrer ici sur le site là, c'est une balise forme ici, voilà, qui est obtenue automatiquement, hein, c'est cette balise là qu'on a copiée, avec la possibilité ou pas, alors je remontre ici, avec la possibilité ou pas de masquer le tableau de bord. Et on a vu la différence. Donc ici la figure, normalement si on refaisait tel que Yves Martin a voulu l'insérer, il faudrait remettre qu'on veut masquer le tableau de bord. Donc, alors je m'y perds là. Où suis-je? C'est ici là. Voilà. Voilà, c'est que initialement sur le site, voilà, Yves Martin n'avait pas exporté le tableau de bord. Et on pourrait masquer le tableau de bord. Mais non, on va laisser le tableau de bord affiché. Si éventuellement vous souhaitez refaire la manip que l'on vient de faire. Donc je laisse comme ça le tableau de bord visible sur la figure présentée sur le site carmetal.org. Donc voici, donc ici, alors une variante ici, voilà, ici, donc la possibilité de la voir, donc là il vous crée carrément la page web. Vous voyez que là j'ai uniquement, là on a juste copié la balise forme, là vous avez la balise forme. Donc là vous avez une variante, là vous avez la balise forme dans une page web, c'est que vous exportez une page web de base, très simple, mais avec effectivement la balise forme insérée. Voilà. Ensuite ici, le petit bouton vous permet de faire un export SVG. Donc vous obtenez la figure ici au format SVG, donc au format image mais vectoriel. Et enfin ici c'est pour un ebook author. Bon, je ne vais pas en parler ici, je ne suis pas un spécialiste de la question. Donc ça vous permet d'utiliser la figure DGPad dans un iBook. Voilà. Donc voici les différentes fonctions de ce petit bouton ici d'export. Ensuite vous avez donc l'import, donc l'export ici et l'import, donc via file picker ici. Bon alors je vous laisse ici découvrir ça, c'est pas forcément indispensable. Ici donc soit on importe soit on exporte et avec différentes procédures. Ensuite vous avez le petit bouton ici qui vous permet de nommer ou pas un objet. Donc vous voyez par exemple ici si cette fenêtre est affichée, vous avez la possibilité d'avoir des objets ici dont le nom sera affiché et dont vous contrôlez le nom. Donc par exemple ici, comme j'ai sélectionné, comme A est sélectionné, je vais écrire un point A, etc. Et en revanche, si je referme cette fenêtre, vous voyez, les points suivants, eh ben, ils ne sont plus, leur nom ne s'affiche plus. Cela étant, ces objets ont un nom qu'on peut voir ici, mais ce nom n'est pas affiché. Donc voilà, celui-là s'appelle P6, celui-là s'appelle P7, celui-là s'appelle P8. Dès qu'on valide ça ici, vous avez la possibilité voilà, d'utiliser différents noms, des lettres grecques, etc. Donc voilà, le prochain point va s'appeler Sigma. Alors encore faut-il que je passe en mode actif, voilà. Et j'obtiens un point qui s'appelle Sigma. Donc voici pour ce petit bouton qui permet ou pas d'afficher le nom des points et de choisir le nom des points. Et enfin, ici, l'icône ici permet ou pas d'afficher un repère ortho normé du plan. Donc voilà, ici, donc avec voilà, bon, un repère que l'on peut, donc c'est un interrupteur, on affiche ou pas ce repère et on peut continuer à zoomer. Ensuite, le bouton marche avant, bouton marche arrière. Donc ici, si on n'est pas convaincu
parce qu'on a fait par la dernière manipulation, par exemple par la création du point sigma, je peux supprimer ce point. Voilà, et puis après j'ai un remords ou j'ai un regret, je veux recréer le point sigma, je le recrée comme ça. Donc voilà pour cette barre du bas qui s'appelle aussi le tableau de bord et que l'on peut, comme on l'a vu, exporter ou pas dans les figures dynamiques que l'on crée à l'aide de l'EGPad. Alors, c'est pas tout, il y a aussi maintenant... donc on va effacer tout ça parce que ça commence à être un peu lourd l'affichage ici. On va voir maintenant tout ce qui est contextuel. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont contextuelles dans DGPad. Ce sera l'objet du tuto suivant.